Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Vous le savez, le journaliste Yves Buya est détenu à la prison centrale de Makala depuis quelques temps. Et ce mercredi, les journalistes membres du RAJEC se sont mobilisés debout comme un seul homme pour exiger sa libération. C'était au cours d'un point de presse tenu le mercredi 1er juin. Je vous laisse donc suivre et nous reviendrons juste après. Nous, journalistes membres du RAJEC et sociétaires de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, avons appris avec consternation l'enlèvement le vendredi 27 mai 2022 du journaliste Yves Buya par les agents des services de renseignement en complicité avec le journaliste Israël Mutombo. Nous sommes étonnés que celui qui prétend être journaliste pactise au grand jour avec les services d'intelligence pour pourrir la vie à un confrère dans le but de le nuire et de porter atteinte à sa vie. Avec la dernière énergie, nous réprouvons cette grave dérive et vilaine pratique qu'utilisent ces messieurs pour jeter les journalistes dans la gueule du loup. Nous considérons qu'en prétextant une plainte devant les juridictions de droit commun à charge de M. Buya pour le faire cueillir par des agents des services de sécurité, M. Israël Mutombo s'est comporté tel un loup qui rentre dans sa case pour en dévorer la confrérie. Plus grave, le donneur de leçons viole quotidiennement l'éthique et la déontologie, se comportant en intouchable et se bombant le torse d'avoir des parapluies politiques puissants recrutés dans l'actuel pouvoir. Combien de fois a-t-il été convoqué pour ces dérives répétées, ces fautes professionnelles et la diffamation quotidienne à la commission de discipline? L'affaire Niei, où il a dénigré une haute personnalité politique du pays, est une preuve éloquente de la violation grave de l'éthique du désormais allié des bourreaux de la presse. Par conséquent, nous nous insurgeons contre cette infiltration dans la corporation et exigeons du comité directeur de l'UNPC de prendre sous 48 heures à dater de ces jours la décision portant radiation de cet intrus qui n'a pas sa place parmi nous. Nous avons l'impression que cette question ne concerne que nous qui sommes ici devant, mais c'est une question qui vous concerne aussi. Il ne s'agit pas ici d'un camp contre un autre, il s'agit ici de la liberté de notre métier. Peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe ce qui peut vous arriver, personne ne peut se permettre d'emmener son confrère en justice au point de le clouer à Makala. Un problème en famille, peu importe la gravité, ne peut aboutir à mettre quelqu'un ou l'autre à Makala. Notre indignation ici, c'est un comportement de quelqu'un qui a estimé être fort, arriver et dire que je peux clouer l'autre à Makala. Ça peut arriver à chacun de nous. C'est Yves Buya aujourd'hui. C'était Patrick Local à juste quelques heures ici. C'était Pius Romain Roland il y a quelques jours. C'était moi il y a quelques années. Ce sera peut-être vous demain. Nous qui nous battons pour que les politiques nous respectent et qu'ils ne nous emmènent pas en prison, comment est-ce que, comme l'a si bien dit Serge Kaboulou, l'un de nous peut ouvrir cette boîte à Pandore pour dire aux politiques désormais s'il y a un problème, jetez-les en prison. Il y va de l'avenir de notre profession. Je vous demande d'être brave, d'être courageux. Rien ne dit que parmi nous ici, certains peuvent rejoindre Buya. Il est connu et vous l'avez suivi dans la déclaration. Un confrère qui est père de famille, qui a une femme avec les enfants, qu'on envoie en prison. Je connais l'expérience de la prison puisque moi-même, je viens et je suis l'une des victimes. Et je suis sur la liste rouge de ce régime. Voilà pourquoi j'en appelle à tous nos amis professionnels. Ce n'est pas un régime à conduire pour un deuxième mandat. C'est trop dangereux.
Bien, de retour sur ce plateau, ce soir, je reçois pour vous un homme politique, une figure connue dans le média. Il s'agit de Chris Mukendi. Bonsoir Chris, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonsoir très cher Nicole. Bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est la toute première fois pour vous de passer dans Tac au Tac Magazine. Qui est Chris Mukendi? Question de vous faire connaître auprès de tous nos téléspectateurs qui vous suivent en ce net moment. Chris Mukendi est un Congolais qui aime son pays, un patriote engagé. Et je me suis engagé en politique depuis 2007 au mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Ensuite, j'ai évolué avec Jean-Lucien Boussa au sein du CEDER, parti politique dont j'étais membre fondateur. Et actuellement, je suis avec Modeste Bahati. Et donc, voilà, je suis secrétaire national en charge de la propagande au sein du parti de Modeste Bahati et communicateur de l'Union Sacrée. Communicateur, vous êtes aussi... économiste de formation, j'ai une licence en économie. Voilà. Ah, en économie. Ah, c'est beaucoup ça. En quoi consiste votre travail au Sénat? Parce qu'on vous voit souvent au Sénat. Je travaille avec le président du Sénat. Donc voilà. Et vous travaillez, vous êtes... je travaille avec le président du Sénat. Ok, donc si je comprends bien, vous êtes de l'AFTC. Alors vous êtes un homme politique, mais un journaliste a été détenu, conduit en prison par un autre journaliste. Avez-vous un petit commentaire? Parce qu'on indexe aussi les politiques, il paraît que ce sont les politiques qui divisent les journalistes. Je ne pense pas. Je crois que c'est juste un problème entre journalistes et qu'il ne faut pas mêler la politique dedans. Yves Bouya, c'est pas seulement un journaliste. Pour moi, c'est un ami, c'est un frère avec qui on a fait un parcours important. Depuis que je travaille avec Jean-Lucien Boussa, c'est aussi parmi les journalistes que Boussa a consulté à l'opposition. Donc nous avons des relations harmonieuses, d'intime, en tout cas convivialité. Et je déplore ce qui lui est arrivé. Et je pense qu'au niveau de votre organisation, de votre corporation, vous aurez à trouver une solution. Je ne voudrais pas vraiment me mêler dans les débats entre journalistes, parce qu'on est politique. On collabore, on est partenaires, hein, journalistes. Justement, j'ai dit... Et maintenant, aujourd'hui, les journalistes se comportent comme des politiciens. Voilà, il ne faudra pas se rendre compte. Hein, il faut... Moi, j'ai appris que dans la vie, il faut multiplier le nombre de ses amis, il faut soustraire le nombre de ses ennemis. Voilà, donc ce n'est pas important de pouvoir chaque fois additionner, multiplier le nombre des ennemis dans la vie, parce que d'où viendra les drames, vous ne pouvez pas le savoir. Donc il faut multiplier le nombre d'amis, le nombre des alliés, c'est important dans la vie. Bon. J'espère seulement que... Nous lui souhaitons bon courage à Yves Bouya. On est ensemble. Hein. Article 14 nous demande d'être solidaire vis-à-vis d'un confrère qui est en difficulté. Voilà, c'est pourquoi je reste solidaire à mon confrère Yves Bouya. Force à toi, on est ensemble. Alors, désignation d'un juge constitutionnel au Parlement. Comment vous expliquez l'échec de Bahati qui n'a pas réussi à faire passer son candidat juge, et c'est lui porté par le président Bosso a été désigné? Non, je crois que vous travaillez avec Bahati, tout ça, tout ce qui s'est passé au Congrès là? Non, je crois qu'il ne faudrait pas individualiser les débats sur les délégués du Sénat à la Cour constitutionnelle. Il faut dire ici que la victoire, aujourd'hui, c'est la victoire du Sénat. Parce que vous savez, l'Assemblée nationale voulait imposer un juge qui était député national, alors qu'au niveau de la Cour constitutionnelle siègent déjà 2 juges qui sont des natures députés. Donc il fallait garantir l'équilibre institutionnel en proposant un autre candidat en remplacement d'un candidat qui a été désigné par le Sénat de Léon Kengo Adondo. Donc en toute logique, il revenait au Sénat de pouvoir suppléer au cas de suppléance du décès de M. Mungulu. Donc malheureusement, je crois que pour des agendas politiques, il s'est fait que le président Bosso, qui certainement était aussi dans une sorte de stratagème contre Modeste Bahati, parce qu'il faut rappeler ici que Mungulu a été sénateur pour le compte du MLC. Pour le MLC, ils ont considéré que Mungulu devrait être remplacé par un autre sénateur MLC. Malheureusement, le MLC au Sénat n'a aucun sénateur élu de la Mongala, parce qu'il fallait garantir aussi la géopolitique. Il fallait que l'espace géographique de la Mongala puisse recouvrir sa place au sein de la Cour constitutionnelle. Malheureusement, au Sénat, le MLC n'avait pas un
sénateurs de la Mongala. Ils sont descendus maintenant à l'Assemblée nationale. Parce que l'article de la Constitution, l'article 158, qui parle de la représentation, parle du Parlement. Donc pour les MLC, ils se disaient, bon, on peut aller même chercher un député à l'Assemblée nationale, pourvu que les sièges qui ont été réservés au MLC soient préservés. Malheureusement. Donc nous, dans notre conception, nous disons, le Parlement, ce n'est pas une chambre. Le Parlement, c'est 2 chambres. Le Parlement, c'est un Parlement bicaméral. Donc il était question, dans les cadres de garantir l'équilibre institutionnel, que la personne qui était la mieux indiquée pour siéger à la Cour constitutionnelle soit un sénateur qui remplace un autre sénateur qui était décédé. Voilà tous les débats. Donc, il s'est fait qu'au niveau du Sénat, on a suppléé au cas de décès de Mongoulou. Le Sénat a tenu une plénière. Au bout de la plénière, le Sénat a désigné le remplaçant. Les remplaçants qui devaient représenter le Sénat à la Cour constitutionnelle. Malheureusement, comme j'ai dit, à l'Assemblée nationale aussi. Son candidat caché quelque part, il a proposé... Le problème, ce n'est pas Bahati. Le problème, c'est le Sénat qui devait avoir un candidat. Mais le Sénat est constitué de qui? C'est constitué des partis politiques, des regroupements politiques. On ne dit pas que la personne qui doit aller là-bas ne doit pas être du parti de Bahati. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. D'autant plus que la Constitution a prévu, à l'article 158, que les juges proviennent du Parlement. Au Parlement ne siège que le politicien. La personne peut être du MLC, peut être de la FDC, peut être d'ensemble, peut être d'autres partis politiques. Je ne trouve pas d'illégalité, dans la mesure où, même si celui qui a été désigné était membre du parti politique de Modeste Bahati, la Constitution n'est pas contre. Le Sénat est fait de politiciens. Ils pouvaient être dans notre parti politique. Mais ce qu'il fallait, c'était remplir les critères. Les critères, il faut être magistrat, il faut être juriste, il faut avoir une expérience politique de 15 ans. Voilà, donc la Mongala s'est réunie, les députés de la Mongala du Grand Équateur s'est réunis. Ils ont proposé M. Mbonga qui a fait que, malheureusement ou heureusement, la personne soit du parti de Modeste Bahati. Voilà. Et c'est ce nom qui a été envoyé à l'Assemblée nationale. Malheureusement, l'Assemblée nationale a engagé un bras de fer pour un débat aussi simple que limpide. Mais comment avez-vous trouvé ces désaccords, ces bras de fer entre Mbosso et Bahati? C'était un peu du théâtre, Non, je crois que c'était des guerres désolant à la population. Un spectacle désolant. Bahati traité de voleurs, escrocs, tout ça. Non, je crois que la désolation est venue de la barbarie qu'on a constatée dans les chefs des députés nationaux qui ont pourchassé le président du Sénat, qui l'ont agressé physiquement. Je rappelle ici que ces gardes-corps ont été touchés dans leur intégrité. Son directeur de cabinet se trouve encore présentement à l'hôpital. Il doit suivre quelques soins et un suivi médical doit être assuré. Jusqu'à ce point. Donc, pourquoi c'est dû à quoi? Je dis, ce qui est déplorable, c'est que ce ne sont pas des Koulouna qui font ça. Ce ne sont pas les chèques de la rue. Ce sont des députés. Des députés. Donc voilà, donc je rappelle ici que moi-même aussi, j'ai été victime aussi d'une agression au sein de l'Assemblée nationale dans la salle de congrès il y a 3 mois passés. Donc je dis, nous fustigeons ces comportements de la part de nos élus qui, lorsque ils s'attaquent... Mais les personnes civilisées discutent quand il y a un désaccord, vous discutez comme des personnes civilisées. Justement. Et puis la position... Mais c'est déplorable. C'est comme ça qu'on dit, au-delà de la plénière qui a été tenue régulièrement, on dit qu'il y a un coup qui a été préparé. Parce que déjà, cette dualité qui a eu lieu entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur qui propose le remplaçant ne devait même pas avoir lieu. Le Congrès, au regard de l'article 42 du règlement intérieur du Congrès, ne pouvait se réunir que dans les cas de la désignation des 3 juges ou dans les cas du renouvellement des juges qui siègent déjà dans la Cour constitutionnelle. Or, là, nous étions dans un cas de remplacement. Il était logique, puisque le sénateur décédé a été envoyé par le Sénat, il revenait logiquement au Sénat de pouvoir suppléer à son remplacement. Donc, le Congrès n'aurait eu son sens seulement pour entériner les candidats qui venaient du Sénat.
Voilà, donc lorsque maintenant la commission qui a travaillé au niveau de du Congrès est venue avec ses conclusions, ils ont dit qu'on a apporté 2 candidatures. Hein. L'un n'a pas voulu désister en faveur de l'autre. Donc, il revenait maintenant au président de la séance, Modeste Bahati, de pouvoir confronter les deux pour qu'un désiste en faveur de l'autre. Ce qui n'a pas été obtenu. Donc, par sagesse, le président du Sénat a résolu, sur recommandation de la commission, il faut rappeler que c'était une recommandation de la commission, la commission avait demandé à ce que les 2 noms soient envoyés au président de la République pour que celui-là, ces derniers, puissent arbitrer. Ce qui fut fait, le président, il a conclu, il paraît que le président n'avait pas qualité. Comment ça n'a pas... Mais c'était les résolutions de la commission. Voilà pourquoi j'ai dit, c'était la décision de la commission qui a été mise en place, qui a demandé à ce qu'il avait qualité. Moi, je suis un juriste qui a dit qu'aucune disposition ne prévoit que le président soit, fasse l'arbitrage. Non, mais l'arbitrage du président intervient à chaque fois qu'il y a blocage de la machine. Au président des tranchées. Non, non, mais à chaque fois qu'il y a blocage de la machine, la Constitution dit que le président de la République, il est les garants du bon fonctionnement des institutions. Je rappelle ici que avant que le président du Sénat n'arrive à cette conclusion-là, il y avait déjà une résolution du Sénat qui avait désigné un autre candidat. Donc, le président Modeste Bahati ne pouvait pas prendre une orientation autre, une orientation qui viole la résolution qui a été prise au Sénat. Donc, par voie de sagesse, il a estimé qu'il était important de pouvoir envoyer les 2 noms selon les recommandations formulées par la commission. C'est ce qui a été fait. Les opposants n'étaient pas d'accord, ceux du FCC ont quitté la salle parce qu'ils n'ont pas eu droit à la parole. Non, 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 je crois que le débat a eu lieu, la commission a travaillé, il y a eu 2 pour, il y a eu 2 contre, et puis le président a levé l'option. Donc voilà, le débat s'est passé en toute régularité, mais ici, il faut aussi dénoncer les caractères illégaux du congrès du samedi. Parce que le règlement... Mbosso avait organisé... Non mais, Mbosso a organisé un 2e congrès qui est illégal et qui est inconstitutionnel, dont les résolutions ne peuvent être appliquées. Pourquoi? Parce que pour qu'un congrès soit considéré congrès, il faut que les 2 bureaux des chambres soient présents. Le deuxième congrès, là, on avait encore décaissé de l'argent parce que pour organiser un congrès... Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais Mbosso a considéré que la matière n'était pas épuisée, alors que le président du Sénat, il a levé la séance. Lorsqu'on lève la séance, ça veut dire que la matière est épuisée. Mais lorsqu'on dit la séance est suspendue, elle pourra reprendre plus tard. Mais là, nous étions dans un cas où la matière était épuisée. Et le président du Sénat a envoyé une correspondance au président de la République. Et pourtant, tous les 2 sont membres de l'Union sacrée. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi. Voilà pourquoi nous parlons Il y a un désordre à l'Union sacrée. Voilà pourquoi nous parlons du banditisme. Nous parlons... c'est ça qui est sacré à l'Union. Nous parlons du complot aussi qui a été fait contre les Sénats, mais aussi contre le président Modeste Bahati. Lorsque nous considérons le fait qu'il a été pourchassé comme un vulgaire citoyen, il a été humilié alors qu'il est la 2e personnalité. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti puisque vous travaillez avec Bahati? Non mais... vous allez rejoindre l'opposition? Vous allez quitter l'Union sacrée? L'opposition, c'est un choix. Parce que Bahati a été vraiment humilié. On ne fait pas l'opposition par saut d'humeur. Je crois que ce sont des questions d'État qui doivent être résolues au sein des institutions, mais aussi dans la plateforme Union sacrée, où il faut appeler les uns et les autres à l'ordre. Il faut que l'Union sacrée soit effectivement structurée, et je crois que les déficits de structuration au sein de l'Union sacrée dans la communication, aussi, mais vraiment un désordre, on déplore quand même. C'est un désordre que nous déplorons, mais bon, il revient au chef de l'État. Mais il y aurait déjà une pétition des sénateurs contre Modeste Bahati. Ça sonne la fin pour lui? Oh, je crois que j'entends parler, mais je crois que c'est une rumeur qui se propage de plus en plus, malheureusement. Mais bon, Modeste Bahati, c'est un politicien qui fait face à son destin politique. Donc, il ne va pas se rétracter politiquement parce qu'il y a une motion contre lui. Donc, on assumera les conséquences de nos choix politiques. Donc voilà, s'il y a une pétition contre lui, il suffit que ça suive la procédure normale. Et il organisera lui-même la plénière consacrée à cette pétition. Et les climats entre les 2, Mbosso et Bahati, mais non, c'est bon, ça va? Bon, on ne sait pas estimer comment le climat se passe entre les 2, parce que depuis la plénière du vendredi, je ne crois pas que les 2 se sont rencontrés. Donc,
mais aussi le président Bahati depuis dimanche. Donc c'est M. Dieudonné qui a envoyé. Dieudonné, comment il s'appelle encore? Le juge, c'est Dieudonné, hein? Manza. Manza. Donc c'est lui qui est... Oui, mais en fait, il y a eu désistement d'abord. M. Mbunga avait désisté. Oui, M. Mbunga avait... Le samedi matin, le président du Sénat a fait un point de presse pour annoncer que les candidats Louis Mbonga avait désisté en faveur de Manza. Donc le président de la République ne pouvait que valider ce choix qui restait en lice. Voilà. D'accord. Alors parlons de l'insécurité dans l'est de la RDC. Hein, c'est vraiment l'actualité de l'heure. Conflit RDC-Rwanda. Comment trouvez-vous le fait que le gouvernement congolais ait directement pointé du doigt le Rwanda comme c'est lui qui l'agresse? Je crois qu'il était temps. Il était temps que le gouvernement de la République soit devant ses responsabilités parce que, vous savez, depuis des années, on a toujours indexé le Rwanda d'être derrière, mais il n'y avait pas de preuves aussi probantes, il n'y avait pas de preuves aussi tangibles que l'arrestation de 2 militaires rwandais sur le sol congolais. Voilà, donc avec cette arrestation-là, il n'y avait plus de doute que le Rwanda était derrière parce que les militaires avaient carte d'identité rwandaise, tenue militaire rwandaise, donc, mais aussi avec la communication qu'on a suivie du côté Rwanda, qui disait que ces militaires ont été enlevés. Ça m'a fait rigoler, comment on peut enlever un militaire dans un territoire qui n'est pas le sien? Donc c'était encore la ruse qui confirmait que le Rwanda est derrière ce qui se passe au Congo et que le Rwanda est le parrain militaire, les parrains politiques, le parrain financier des M23. Donc aujourd'hui, je crois que hier ou avant-hier, l'ambassadeur du Rwanda a été convoqué par le ministre faisant intérim, du ministre F. Bazaïba, pour lui signifier la position de notre gouvernement. Mais j'ai aussi suivi les déclarations que le ministre des Affaires étrangères a formulées de là où il est, pointant du doigt les Rwandais, mais aussi en fustigeant les faits ou en affirmant que le Congo ne va plus faire l'expérience du passé où on dialogue avec des personnes qui nous agressent pour qu'au bout du compte, il n'y aura pas de brassage. Même si aujourd'hui nous discutons, il n'y aura plus de brassage, il n'y aura plus de mixage, il n'y aura plus, c'est pas intégration au sein des structures politiques et il a dit haut et fort, hein, sans embâche. Hein, non mais justement, c'est ici les lieux pour moi, c'est ici les lieux pour moi de saluer la position du gouvernement congolais qui a pris une résolution courageuse, même si nous aimerions en tout cas, on aurait voulu. Il n'est jamais trop tard. Personnellement, je considère qu'il fallait expulser l'ambassadeur rwandais, ce qui n'a pas été fait. Je considère aussi qu'il fallait rappeler notre ambassadeur qui est au Rwanda, mais je dis, le gouvernement apprécie mieux la situation que nous, parce qu'au-delà de cette guerre ou de cette insécurité, il y a des accords aussi commerciaux, des accords bilatéraux qui existent entre les deux pays. Il ne faudrait pas que nous puissions prendre une décision qui va asphyxier normalement la partie Est de la République. Parce que sur le plan, par exemple, du commerce, il y a une attraction entre les deux pays à partir de l'Est. L'Est est approvisionné par le Rwanda aussi, mais aussi vice-versa. Hein. Il y a des ouvriers qui viennent travailler chez nous, mais qui habitent à Gisenyi. Hein. Je connais personnellement des Congolais qui habitent à Gisenyi, hein, parce qu'ils considèrent que le loyer est moins cher là-bas, mais ils travaillent au Congo. Donc, il faut tenir compte de tous ces aspects pour que le gouvernement puisse prendre des mesures qui ne vont pas asphyxier en réalité la partie Est de la République. Mais c'est déjà un bon départ, le fait qu'on ait pointé du doigt le Rwanda, mais aussi il faut qu'on se prépare à la guerre. Mais le Rwanda a rejeté en bloc toutes ces accusations. Mais quel est le jour où le Rwanda a accepté en cas d'attaque? Non, mais il n'y a pas de souci. Hein, c'est de son droit le plus légitime s'il faut réagir. Mais nous, au Congo, on doit prendre aussi des mesures qui permettent de sécuriser la population, des mesures qui nous permettent de nous préparer à la guerre. Aujourd'hui,
Il n'y a plus d'en bas, il n'y a plus de tergiversation à faire. J'ai dit, il faut que le gouvernement congolais se prépare à faire la guerre au Rwanda. Si Kagame dit qu'ils n'ont pas d'espace pour faire la guerre et qu'ils veulent amener la guerre chez nous, nous on dit aussi chez nous, on n'a pas d'espace pour faire la guerre, on ira faire la guerre au Rwanda. Voilà. S'ils cherchent l'espace, nous on va les envahir chez eux. Mais savez-vous au moins pourquoi le M23 attaque la RDC? Pourquoi le M23 là s'accroche, hein? Non, le problème du Congo, c'est un problème d'exploitation des mines, des ressources. Vous savez, avec l'état de siège qui a été décrété par le chef de l'État, ça a mis en mal les pillages du Congo. Hein? Ça réduit la production du Rwanda en termes minéraux. Ça réduit leur influence. Ils ne savent plus entrer au Congo, piller comme ils le faisaient, mais aux accords signés avec qui? Vous savez au moins pourquoi Kamere a quitté l'Assemblée nationale? Mais là, vous nous parlez des prédécesseurs de Félix Tshisekedi. Hein? Je ne voudrais pas remonter les temps ici. Donc, je crois que les dirigeants aujourd'hui sont mieux placés pour savoir les vraies raisons. Bon, je ne sais pas, il faut poser la question à Vital Kamerhe, il est encore vivant. S'il peut nous répondre, je crois qu'il vous fera l'honneur de venir sur votre plateau. Mais j'ai dit, l'état des sièges qui a été décrété par les chefs de l'État a mis en mal toute l'industrie criminelle de l'Est de la République qui ne peuvent plus entrer comme ils voulaient à l'époque. C'est comme ça qu'il faut créer cet embrouille-là. Mais je crois que la RDC doit se préparer pour faire la guerre. Mais il y a un préalable à la guerre aujourd'hui, c'est qu'on doit d'abord exfiltrer de notre armée toute présence étrangère. Parce qu'on ne peut pas aller en guerre avec un pays qui a au sein de votre armée ses citoyens. C'est très dangereux. Donc il y a un préalable à faire. Il faut filtrer notre armée. Il faut sortir de l'armée congolaise toutes les présences des Burundais, les Ougandais, les Angolais, je ne sais pas, tout ce monde-là qui à un certain moment ont intégré l'armée à cause de notre complaisance à Sun City. Nous avons accepté le brassage, nous avons accepté le mixage, nous avons accepté même d'avoir un vice-président de la République qui n'est pas congolais de souche. On a accepté d'avoir des sénateurs qui sont rwandais. On a accepté d'avoir des députés ou des ministres qui sont rwandais. Voilà les résultats aujourd'hui. Donc, il faut que le président Tshisekedi puisse prendre son courage pour aujourd'hui assainir non seulement les milieux politiques, mais aussi assainir notre armée qui doit être vidée de toutes les... en tout cas, de tous les espions qui travaillent pour le compte des pays voisins. Alors, dites-moi un peu, Christ Mukendi, et pourquoi on n'organise pas, il y a plusieurs quand même négociations, tout ça, et pourquoi on n'organise pas un dialogue ou une négociation entre le Rwanda et les FDLR, et puis Ouganda avec ses frères ADF? Je suis du même avis. Je suis du même avis, j'ai eu à le dire hier au cours d'une émission, que nous, on n'a pas à négocier avec les FDLR aujourd'hui, ils ne sont pas congolais. Notre devoir en tant que nation... Ce sont les opposants de Kagame, mais justement, pourquoi ils combattent ici, non? Ils combattent pas chez eux. Notre devoir aujourd'hui en tant que nation, c'est d'éradiquer l'insécurité dans la partie est de notre territoire. Ce qu'il faut faire, il faut traquer, puisqu'ils sont sur le sol congolais. Le Congo est un pays souverain. Lorsque vous êtes agressé sur votre territoire, c'est de votre devoir de vous protéger et de sécuriser la population. Si le Rwanda veut négocier, le Rwanda n'a qu'à négocier avec les FDLR. Nous, on a eu à faire un dialogue inter-congolais. Mais pourquoi il n'y a pas de dialogue inter-rwandais? Pourquoi il n'y a pas de dialogue inter-ougandais? Je crois que nous devrions aller dans notre diplomatie. Que la communauté internationale serait derrière le Rwandais? La communauté internationale... Derrière le Rwandais, je ne sais pas, mais je sais que la communauté internationale aussi est impliquée dans les pillages des ressources naturelles. Et les Rwandais accusent pour sa part aussi la RDC de soutenir les FDLR, qui constituent une menace pour sa sécurité. C'est une ruse. Vous savez, les Rwandais sont très rusés. Et est-ce que vous savez que Kagame fut un rebelle à l'époque? Avant qu'il ne devienne président, Kagame était rebelle. Kagame était rebelle qui s'opposait aussi au régime d'Abiyarimana. Donc, c'est dans ses habitudes de financer, de manipuler. Il est dans son élément, Kagame. Mais je crois qu'aujourd'hui, Kagame, il est pris la main dans les sacs. Il n'a plus que sa ruse pour pouvoir
essayer de résister, mais il n'y a plus de prétexte à donner. Il est clair que Kagame est derrière ce qui se passe dans la partie est de la République, et la communauté internationale l'a pointé du doigt aussi. Mais bon, nous, notre responsabilité, c'est de protéger notre population. Mais puisque Kagame veut la guerre, il faut les lui offrir. Si l'on veut, hein, on verra finalement qui des deux pays, parce que le Rwanda, au finish, ça ne représente même pas Kinshasa sur la carte. Quelle peut être, selon vous, la thérapeutique de choc pour en finir avec le Rwanda et obtenir son respect? Non, j'ai dit, ce qui se passe sur le territoire congolais, ça entre dans les cadres de notre souveraineté. Il en va de notre devoir, obligation d'éradiquer les phénomènes des massacres et d'insécurité pour ramener finalement la paix à la République. Pour ce qui est du Rwanda, je crois, il y a la communauté internationale qui doit jouer aussi son rôle. Hein, mais je ne crois pas que Kagame est dans une position de pouvoir renoncer définitivement à ses excursions au Congo et qu'il nous revient à nous de prendre des mesures hein, pour contrôler nos frontières. Il y a des gens qui proposent à ce qu'il y ait un mur. Hein, il faut construire un mur, tout ça. Donc, ce sont des idées que le Congolais apporte. Mais tout ce que nous voulons dans notre pays, c'est que la quiétude et la paix soient démises. Eh bien, et quelle chance accordez-vous à la médiation angolaise dans cette affaire? Ben, vous savez, on a connu beaucoup de médiations. On aurait même appris que deux militaires rwandais hein, ont été relâchés. Oui, mais c'est en rapport avec les traités que nous avons signés aussi. Vous savez que la RDC fait partie des Nations Unies et lorsque vous adhérez à ces organisations internationales, il y a des traités auxquels vous adhérez, il y a des chartes auxquelles vous adhérez et que vous devriez appliquer. Hein. Par exemple, il y a la Convention de Genève qui veut que lorsque vous avez arrêté des prisonniers, que vous puissiez les relâcher. Hein, ça interdit les traitements dégradants sur des militaires arrêtés, ça interdit beaucoup de pratiques, des tortures, des mutilations, tout ça. Nous sommes un pays respectueux des textes auxquels nous avons adhéré, je crois. Ce n'est pas une position de faiblesse, comme le pensent certains Congolais qui disent qu'il aurait fallu pendre ces Rwandais. Non, mais c'est violer aussi les principes universels des droits de l'homme auxquels nous avons adhéré. Mais vous donnez quand même une chance à cette médiation angolaise? Ben, vous savez, lorsqu'il y a un conflit, on priorise toujours la voie diplomatique. Hein? Mais jusque-là, nous avons vu que la voie diplomatique n'a pas produit d'effet. C'est comme ça que le président de la République avait choisi, hein, en ce moment-là, la voie militaire. Hein. Je crois qu'il faut marcher avec les deux béquilles, la voie diplomatique, mais aussi continuer à faire pression au niveau des armes, continuer à repousser l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Alors, nos FRDC sont sur terrain, hein, en train de se battre là-bas, ils font du grand travail. Un petit message d'encouragement pour nos FRDC. Nous les remercions. Vous savez, ce sont des gens qui livrent leur sang, qui donnent leur sang. Il faut que tous les Congolais, hein, j'en appelle mettre nos différentes se mettre ensemble. Pour la question de l'Est aussi, il faut se mettre ensemble. Hein, il faut une réconciliation. Justement, on doit dialoguer. Malheureusement, lorsque vous recevrez un opposant sur le plateau autour de cette question, il vous dira... Il ne faut pas s'opposer à tout. Donc, ils vont s'opposer à tout cela. Il faut parler de nation, il ne faut pas parler... Simplement parce qu'ils disent, si la paix revient, ça sera l'actif de Félix Tshisekedi. Il ne faut pas que la paix revienne. Voilà. Mais c'est notre pays. Nous n'avons que ça comme pays. Voilà, nous n'avons que le Congo comme pays. Oui, c'est ce qui nous réunit d'ailleurs. Plusieurs nationalités peuvent toujours aller chez eux, mais nous, on n'a que le Congo. Voilà. Alors, 30 juin bientôt, 62 ans, comment la RDC va célébrer ses 62 ans d'indépendance. Alors, est-ce que nous avons progressé, régressé, développé? Et qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez des propositions pour le développement, des solutions pour le développement de notre pays? 62 ans après, je crois que... Et ça sera tout et ça sera votre message de la fin. Voilà, je crois qu'il faut que nous puissions effectivement avoir notre liberté, notre indépendance. Indépendance économique, indépendance... Nous ne sommes toujours pas souverains indépendants. Hein. Jusque-là, même l'indépendance politique, nous ne l'avons pas encore à 100%. Hein, parce qu'il y a des officines qui travaillent toujours pour régler la question du Congo politiquement. Mais il faut que nous puissions travailler à l'indépendance économique, mais aussi... Hein, cette indépendance, pour moi, je les place sous les signes de la paix à l'Est de la République. Il faut que la partie Est devienne vraiment indépendante et sous le contrôle de l'État congolais.
Bien, ça sera tout. Chris Mukendi, en tout cas, merci d'être venu. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous Chris Mukendi, qui est un des communicateurs de l'Union Sacrée. C'est bien ça, hein? Et puis membre, un cadre de l'APC, parti cher à Bati Lukwebo. C'est la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Pocho TV officielle. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.